rêves des tout jeunes, c'est de travailler. J'aimerais bien travailler à la fonction publique pour avoir un matricule, travailler quelque part. Le gouvernement n'a qu'à régulariser la situation de nos unités. Il faut que l'État arrive à bien payer les fonctionnaires. Tout le défi maintenant, c'est d'en assurer la soutenabilité et la durabilité. Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission, La Réforme en avant, une émission qui vous permet ou qui va vous permettre de mieux cerner les différentes étapes liées à la réforme de l'administration publique ici en République démocratique du Congo, une émission du ministère donc, de la fonction publique en collaboration avec la Banque mondiale via son projet PRAP, projet PRAP, donc comme je disais, projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique. Et pour ce soir, nous aurons donc le plaisir de recevoir sur ce plateau le coordonnateur de ce projet PRAP, M. Jean-Paul Mabaya. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Odia. Alors déjà, on va commencer par la définition de certains concepts. On entend parler réforme, on entend parler administration publique et ça va un peu dans tous les sens. Déjà, selon vous, quand on parle de la réforme de l'administration publique, qu'est-ce à dire? En quoi consiste la réforme de l'administration publique? Merci Madame pour cette question qui va nous permettre effectivement d'essayer d'interagir avec nos téléspectateurs dans les termes les plus simples qui soient pour définir justement la réforme d'une part et l'administration publique d'autre part et de faire la corrélation entre les deux. Alors je dirais que quand on parle d'une réforme, en réalité il s'agit d'une démarche, mieux d'un processus de migration dans l'organisation et le fonctionnement d'une organisation, d'une institution, d'une agence, d'un État dont le diagnostic révèle des dysfonctionnalités ou des difficultés vers un process, un mode de gestion qui offre davantage d'efficacité et d'efficience dans la gestion. Et l'administration publique, c'est par essence, c'est le bras séculier de l'État, c'est l'agent par lequel l'État transite pour garantir et offrir les services publics. Réforme de l'administration publique, en termes simples, on peut les résumer dans les étapes suivantes. Il s'agit d'améliorer la gestion d'un cycle. Le cycle de gestion des emplois et carrières dans les services publics. Ça commence par où? Ça commence par, bien sûr, une budgétisation préalable des emplois, des recrutements compétitifs sur base des emplois budgétisés, une prise en main par la formation, bien sûr, il y a la carrière, il y a la rémunération, il y a la sécurité sociale et on termine bien sûr par la mise à la retraite et le cycle peut repartir. Parlons maintenant de PRAP, de ce fameux projet PRAP qui est un peu la plaque tournante de cette réforme, si on peut le dire comme ça. PRAP, qu'est-ce la mission de PRAP, l'objectif et la relation de PRAP avec les institutions du pays? Alors il faut commencer par dire que le projet de réforme et rajeunissement de l'administration publique est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo qui est mis en œuvre avec les appuis, ce qu'on appelle un accord de don de la Banque mondiale. Ce projet vient en appui à la stratégie nationale de réforme de l'administration publique. Il s'oriente autour de quelques composantes majeures. C'est vrai, on commence par la réorganisation des services et le rajeunissement. Il y a une deuxième composante qui se focalise sur l'accompagnement à la mise à la retraite. Il y a une troisième composante qui porte fondamentalement sur la formation et les renforcements de capacités. Et enfin, et non des moindres, une composante qui accompagne la mise en œuvre, ou je dirais la réorganisation des services publics à la base, ça veut dire dans les provinces et dans les ETD. Le cœur de cette réforme, c'est fondamentalement, et je pense qu'on aura l'occasion de le voir, c'est d'arriver à organiser une meilleure réorganisation des services autour d'une maîtrise des effectifs et bien sûr de son corollaire qui est la masse salariale. Vous avez donné votre définition de la réforme de l'administration publique. On va essayer de suivre un élément pour avoir une idée de ce que les gens, les Congolais, les Quinois pensent de ce concept. Qu'est-ce qu'ils entendent par réforme de l'administration publique. Ensuite, cet élément, on s'entend juste après. Merci. Le fonctionnaire de l'État, pour moi, il présente d'abord l'image de quelqu'un pauvre. Donc,
un homme sans moyens, un homme sans qualification. On ne sait pas pourquoi ils viennent même dans l'administration publique parce qu'il n'y a rien là-bas. Un fonctionnaire, c'est une personne délaissée, qui est déconsidérée, qui travaille, mais qui a un salaire médiocre. C'est ça l'image que nous avons d'un fonctionnaire en RDC. Quand nous voyons les fonctionnaires, comment ils sont en train de vivre dans la cité, c'est difficile. Pour réformer le secteur de la fonction publique, il faut voir le panier, il faut voir le social. Il n'est pas en mesure de prendre d'abord sa famille en charge, les soins de santé, la nourriture, l'école même pour les enfants. Et il n'est pas digne que ces fonctionnaires-là puissent manquer même l'argent pour son transport. Vous voyez comment les fonctionnaires aujourd'hui dans notre pays se battent pour monter même dans un bus. Quand je parle de fonctionnaires, je vois tout le monde. Je vois l'enseignant, je vois les médecins, je vois l'infirmier, je vois les professeurs d'université et puis les autres corps des agents de l'État. Aujourd'hui, c'est déplorable que le fonctionnaire de l'État a perdu son sens. Et pourtant, dans le temps, lorsque nous étions des enfants, on était en train d'envier d'aller dans les secteurs de la fonction publique. Hey man, yo kakampe. Qu'est-ce qu'il faut changer? C'est-à-dire qu'il faut revoir le salaire d'un fonctionnaire, qu'il soit bien payé, qu'il soit bien rémunéré et qu'il soit bien occupé par l'État congolais. Ça, c'est qu'il faut revoir. Il n'y a pas d'autre problème, un problème d'argent. Il faut d'abord améliorer le social. Donc par social, on entend son salaire d'abord. Quand vous améliorez les conditions sociales du fonctionnaire, le reste peut venir. Le fonctionnaire doit bien vivre, bien manger, être bien payé pour lui permettre vraiment de bien travailler. Sinon, ce sont des ressorts qui peuvent permettre au fonctionnaire vraiment de prendre au sérieux son travail. Sinon, c'est du folklore. Le président de la République, déjà devant les deux chambres du Parlement, si je l'avais bien suivi, il avait dit qu'il faudrait qu'on puisse envisager des réformes. Et les réformes sont déjà envisagées. De quelles réformes s'agit-il? Je ne sais pas. À quel niveau? J'ai toujours entendu parler de ça, des réformes administratives. C'est une bonne chose. Il faut rajeunir l'administration. Une personne qui passe ici, par exemple, 25 années de carrière, mais à qui on remet 5 000 $ comme des comptes finances. C'est vraiment insignifiant. Parce qu'avec ça, il ne pourra jamais acheter une parcelle. Avec ça, il ne peut jamais acheter un véhicule. Et pourtant, le monsieur a beaucoup travaillé pour les comptes de l'État pendant 25 ans. Il y a les autres qui ont déjà perdu leur temps, mais ils veulent toujours donc se camponner, rester, même s'il a déjà atteint 90 ans, il veut être là. Ce qui freine également, mais comme on a envisagé des réformes avec l'école de l'administration publique, je pense que c'est déjà un pas, un grand pas. Il faut que les gens qui vont à la retraite aient quand même un montant important pour la survie, pour le reste de leur vie. Jean-Paul Mabaya, vous venez là de suivre avec nous les réactions. On a l'impression qu'il ne maîtrise alors pas du tout peut-être le concept réforme comme tel que vous l'aviez défini. Ou y a-t-il un paradoxe entre la réforme de l'administration publique et l'amélioration des conditions de vie sociale et de travail des fonctionnaires de l'État, ou est-ce que ça va de pair? Essayez un peu de nous expliquer. En réalité, ça va de pair. Il n'y a pas de déconnexion entre les deux. Parce que la réforme correspond à ce qu'on appelle une offre de changement et qui doit s'arrimer en fait à la demande. Et donc c'est peut-être juste là la difficulté, c'est que cette offre soit préparée et mise en œuvre avec la participation en fait des bénéficiaires. Mais j'ai noté plusieurs choses intéressantes, c'est que je pense que le diagnostic, vous l'avez dans son ensemble à travers les différentes interventions. Maintenant, il est important que nous mettions tous d'accord. C'est une réforme qui touche véritablement la vie de la nation
parce qu'aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'interagit avec les services publics de quelque secteur qu'il soit. Nous sommes tous en fait les destinataires des services publics. Maintenant, il faudrait se mettre d'accord, et moi je parlerai même d'un pacte républicain, d'un contrat social autour des réformes majeures à mettre en œuvre pour arriver justement à cette migration vers le fonctionnement peut-être ou les dysfonctionnements qui ont été déplorés et migrer véritablement et cheminer vers l'amélioration dans le fonctionnement pour de meilleurs services publics. Ils sont tous revenus sur le caractère social de cette réforme. Peut-être qu'il faut commencer par là pour une appropriation des autres étapes de cette réforme. Bien sûr, je pense que c'est tout ce qu'il y a de plus légitime. Le droit universel dit à travail égal, salaire égal. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus légitime que les citoyennes et citoyens qui travaillent dans l'administration publique puissent bénéficier en retour de leurs prestations d'une rémunération équitable. Maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà du constat, du diagnostic. C'est un peu comme quand on va voir un médecin. On peut avoir constaté qu'on a des maux de tête, mais il faut en diagnostiquer les causes. Et une fois qu'on a diagnostiqué les causes, se mettre d'accord sur les traitements. Je pense que l'une des grandes barrières à l'amélioration de la politique salariale du gouvernement, c'est de se mettre d'accord sur les modalités d'entrée dans l'administration publique. Je pense qu'il y a une des personnes interviewées qui a évoqué notamment la régularisation des nouvelles unités. Tant que les entrées se font non pas en vertu des budgétisations préalables, et je tiens à le dire, l'enveloppe salariale constitue ce qu'on appelle en matière de budgétaire une dépense contraignante. Mais elle est plafonnée, parce que le budget, c'est au moins 3 tranches. Il n'y a pas seulement la rémunération, mais il y a aussi les investissements et le fonctionnement. Donc tant que l'on ne sait pas maîtriser les entrées, forcément la politique salariale en ressent un coup. PRAP, projet de rajeunissement de l'administration publique, compte en son sein 2 programmes, JPO, ENA. La différence, on a l'impression que pour certains, il y a chevauchement entre les 2 programmes. Pourriez-vous nous donner la différence entre le programme de jeunes professionnels de JPO et l'ENA? Alors c'est vrai que c'est 2 guichets qui ont un dénominateur commun au départ. Je disais tout à l'heure qu'on devrait se mettre d'accord. Je parlais même d'un véritable contrat social, n'est-ce pas, entre les institutions, mais entre les citoyens, sur les modalités d'accès à l'administration publique. Que ce soit par le guichet de jeunes professionnels ou celui de l'ENA, le principe, c'est l'entrée par voie compétitive, par concours, pour des postes qui auront été préalablement identifiés. Et donc, par ces 2 guichets, le gouvernement de la République a voulu relancer le rajeunissement de la fonction publique par l'équité, parce que c'est un concours donc ouvert à tous, mais aussi en alliant une autre exigence qui est celle de l'efficacité, ça veut dire de recruter les meilleurs qui soient. Il y a eu simplement un décalage dans le temps, parce que la première fenêtre d'entrée, qui est celle des jeunes professionnels, a commencé bien avant, ça veut dire autour des années 2012, et c'est vrai que l'ENA a été inaugurée en 2014, et les premières promotions ont été formées en 2015. Maintenant, l'essentiel, c'est que tous les 2 sont des bac plus 5 et la destination de carrière reste pour l'instant différenciée par le fait que les énarques ont une formation beaucoup plus longue d'1 année et en termes de destination de carrière sont voués à ce qu'on appelle une carrière d'administrateur civil. Tandis que les jeunes universitaires, jeunes professionnels ont une formation beaucoup plus courte et entrent un peu plus immédiatement en fonction. Je ne livrerai pas un secret d'État pour dire que l'État est en train de réfléchir justement pour arriver à faire converger les 2 dans l'intérêt majeur d'accélérer justement la masse critique de ces jeunes qui pourront permettre de rajeunir de manière qualitative l'ensemble des services publics de la République. En attendant cette convergence entre les JPO, les énarques, mais il y a la problématique des 1000 jeunes qui ont passé le concours, mais jusque-là, toujours pas admis au sein de l'administration publique. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de PRAP? Parce que vous étiez partie intégrante d'ailleurs de ce projet. Qu'est-ce qu'il en est pour ces 1000 jeunes? Alors c'est vrai que le projet accompagne le gouvernement dans sa volonté de rajeunissement. L'innovation qui a été amenée avec les 1000 jeunes universitaires, c'est que le gouvernement a voulu, d'une part, non seulement les recruter sur leur lieu initial, ça veut dire dans les provinces, à travers les 26 provinces de la République,
mais aussi leur ancrage en termes d'entrée va se faire dans leur lieu de résidence. C'est vrai que c'est une expérience qui a été lancée dès cette année autour de février 2008, mais je peux rassurer les téléspectateurs, rassurer les membres de l'administration que le projet, via la Banque mondiale et le gouvernement, sont en train de travailler pour mettre en place maintenant véritablement les mécanismes de lancement des premières formations. Il faut dire que, et vous avez, le premier volet de votre question a déjà touché un peu aux aspects importants auxquels nous devons veiller, c'est la situation des jeunes professionnels actuels. Donc nous nous efforçons pour faire en sorte qu'il y ait un arrimage entre les leçons que nous avons apprises sur l'expérimentation antérieure des 500 jeunes qui sont actuellement dans l'administration publique et les 1000 qui vont y arriver. Donc les procédures et les préparatifs sont en cours pour préparer d'une part non seulement les formations dans les 26 provinces, mais également leur intégration dans leur lieu de résidence. Le soutien, ce sera pratiquement ma dernière question, le soutien de la Banque mondiale à cette réforme via le PRAC pour jusqu'en 2021. Vous envisagez déjà d'autres partenariats avec des institutions tant nationales qu'internationales pour savoir comment poursuivre avec cette réforme, même sans la Banque mondiale? Alors le projet est un projet qui, c'est vrai, au terme des accords de dons entre le gouvernement de la République et la Banque, voit son terme fixé à 2021. Mais il est important de souligner que cette réforme, c'est une réforme du gouvernement. Et on a peut-être l'impression à travers le PRAP que ce n'est que la Banque mondiale qui intervient, mais ce n'est pas vrai en réalité, parce qu'on a mentionné l'École nationale d'administration. Je dirais, madame, à titre d'information, que la réhabilitation des bâtiments de l'ENA actuelle, cette réhabilitation a eu lieu entièrement avec les fonds du Trésor public. Nous parlons de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Je pense que vous aurez, en tout cas je vous invite à entrer en contact et pourquoi pas à avoir un entretien avec le chargé de mission actuel. Eh bien cet axe de la réforme a été entièrement financé par le Trésor public. Maintenant, la durabilité de la réforme s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle un cadre budgétaire à moyen terme. Ça veut dire que le cadre budgétaire à moyen terme actuel couvre 2019 à 2021 et la République prévoit les ressources, des allocations budgétaires pour appuyer certains axes de la réforme. Et donc, en un mot, c'est pour dire que c'est un travail de collaboration entre la République sur ses fonds propres et bien sûr les différents bailleurs dont la Banque mondiale pour accompagner cette réforme capitale pour le pays. Il faut dire également que la réforme, elle ne finit jamais. Elle est continue, elle est perpétuelle. Donc on aura également le temps de revenir encore sur ce plateau avec vous pour aborder peut-être d'autres aspects de cette réforme de l'administration publique. Jean-Paul Mabaya, merci d'avoir été de notre ce soir. C'est moi et je me tiens à vos dispositions pour d'autres émissions éventuellement et sur d'autres thématiques parce que c'est un devoir de redevabilité qu'effectivement de partager avec les premiers des bénéficiaires de cette réforme que sont d'une part les fonctionnaires, mais également les usagers des services publics. Merci en tout cas d'avoir été de nôtres. Merci aux téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous suiviez là la réforme en avant, une émission qui vous permet